Derrière les ors et les marbres se cache la plus grande machine humaine jamais construite en France. Une ville invisible, un secret que personne ne devait voir. Chaque jour, 3000 bougies allumées, 2000 repas servis, 500 feux entretenus. Et pour faire tourner cette machinerie, 10 000 personnes qui vivent, travaillent et meurent dans l'ombre du roi Soleil. Des femmes qui portent près d'une tonne d'eau par jour jusqu'à en mourir avant 40 ans. Des cuisiniers qui courent 400 mètres pour que le roi mange tiède. Des passages souterrains pour que les domestiques ne croisent jamais un noble. Des enfants qui naissent et grandissent sans jamais voir la galerie des glaces. Mais voilà ce que les livres d'histoire ne racontent jamais. Pour maintenir l'illusion de la grandeur absolue, Louis XIV a dû rendre invisible tout ce qui pourrait la ternir. Et ce que vous allez découvrir sur le fonctionnement quotidien de cette cage dorée va vous bouleverser. Parce qu'aujourd'hui, je vous emmène là où les touristes ne vont jamais, dans les couloirs interdits. Les cuisines étouffantes, les sous-sols glacés, là où battait le vrai cœur de Versailles. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous voulez découvrir les vérités cachées de l'histoire de France que l'école ne vous a jamais racontées, abonnez-vous maintenant. L'histoire commence. 6 janvier 2682, 5 heures du matin. Versailles dort encore sous un voile de brume hivernale. La nuit s'accroche aux toits d'ardoise, aux façades de pierre blonde, aux fenêtres encore noires du plus grand palais d'Europe. Mais si vous vous approchez, si vous tendez l'oreille, vous entendez déjà un murmure, un grondement sourd. Le bruit de milliers de pas qui résonnent dans l'obscurité. Car dans les sous-sols, dans les ailes invisibles, dans les escaliers dérobés que les tableaux ne montrent jamais, une fourmilière s'active déjà. Des centaines de domestiques courent dans les couloirs sombres, portant des seaux d'eau glacés qui leur gèlent les mains. D'autres allument les premières cheminées, une à une, dans une chorégraphie silencieuse et précise. D'autres encore préparent des milliers de bougies, vérifient les lampes à huile, balaient les escaliers que les courtisans fouleront dans quelques heures. Versailles s'éveille. Mais ce réveil n'a rien de majestueux. Il est brutal, épuisant, invisible. Ce que vous voyez dans les tableaux de l'époque, cette splendeur dorée, ces salons éblouissants où la lumière danse sur les miroirs, ces jardins parfaits où chaque arbre semble placé par la main de Dieu, tout cela n'existe que grâce à une machinerie humaine colossale. Une machine que personne ne doit voir. Une machine qui dévore chaque jour des quantités astronomiques de ressources et d'énergie humaine. 3000 bougies allumées simultanément chaque soir, 2000 repas servis quotidiennement, 500 feux entretenus du matin au soir, des tonnes de bois brûlés, des rivières d'eau transportées à dos d'homme, depuis les pompes jusqu'aux étages les plus élevés. Et tout cela orchestré avec une précision militaire, une discipline implacable, une exigence absolue. Versailles n'est pas seulement un palais, c'est une ville autonome, un organisme vivant qui respire, qui consomme, qui exige. Et sous le règne de Louis XIV, cette ville abrite en permanence près de 10 000 personnes. 10 000. Pas seulement la cour, les princes, les ducs et les ministres, non. Ces quelques centaines de privilégiés ne sont que la partie visible. En dessous, tout autour, dans l'ombre, gravitent les véritables habitants de Versailles. Les cuisiniers qui n'ont jamais vu la galerie des glaces, les blanchisseuses qui passent leur vie dans des pièces humides et étouffantes, les porteurs d'eau qui montent et descendent des centaines de marches chaque jour, les jardiniers qui taillent les haies avant l'aube pour que personne ne les voie travailler, les gardes qui montent la faction par tous les temps, les artisans qui réparent, restaurent, embellissent, et puis il y a les marchands, les cochers, les palefreniers, les musiciens, les prêtres, les apothicaires, les médecins. Il y a même des mendiants tolérés dans les cours extérieures qui survivent des miettes de cette abondance factice. 10 000 âmes qui s'agitent, qui travaillent, qui vivent et qui meurent à l'ombre du roi Soleil. Dans les archives du contrôle général des finances conservées aujourd'hui aux archives nationales, on découvre un fait troublant. Le budget quotidien de Versailles équivaut à celui d'une ville de 15 000 habitants. Mais contrairement à une ville normale, Versailles ne produit rien. Elle ne fabrique rien, elle ne vend rien, elle consomme. Et cette consommation est organisée avec une rigueur, une méthode, une hiérarchie qui défie l'imagination. Car voici la première vérité que l'histoire officielle préfère taire. Derrière la façade dorée, derrière les miroirs et les marbres, Versailles est une machine à fabriquer l'illusion,
Et cette illusion repose sur le sacrifice quotidien de milliers d'anonymes. 2500 domestiques rien que pour l'entretien quotidien. 800 personnes affectées uniquement aux cuisines et aux offices. 400 gardes suisses et français en faction permanente. 1200 artisans, menuisiers, orfèvres, tapissiers, horlogers, serruriers, qui maintiennent le palais dans un état de perfection absolue. Plus de 1000 courtisans logés dans le palais même, avec leurs propres domestiques. Et encore des centaines de fournisseurs, de marchands ambulants, de porteurs, de messagers. Tous vivent ici. Tous dépendent de ce lieu. Tous participent à cette grande illusion. Louis XIV a voulu faire de Versailles la cage dorée de la noblesse française. Un lieu où contrôler l'aristocratie en la forçant à vivre sous son regard, à quémander ses faveurs, à danser selon sa musique. Les livres d'histoire racontent cette stratégie politique avec admiration. Mais ce que ces mêmes livres omettent souvent, c'est que pour faire fonctionner cette cage, pour maintenir cette prison de velours et d'or, il a fallu créer une société parallèle, souterraine, invisible. Une armée de travailleurs sans nom, sans visage, sans voix. Des hommes et des femmes dont les journées commencent avant l'aube et s'achèvent bien après minuit. Des vies entières consumées à maintenir une apparence, à servir une grandeur qui n'est pas la leur. Dans ses mémoires, le duc de Saint-Simon, cet observateur acerbe de la cour, ce chroniqueur impitoyable des hypocrisies versaillaises, écrit ces mots terribles et lucides. Versailles était un lieu où 10 000 âmes s'agitaient sans cesse, mais où seules quelques centaines étaient visibles. Les autres vivaient dans l'ombre comme les rouages invisibles d'une horloge géante. Une horloge géante. L'image est juste. Car à Versailles, chaque geste est réglé, chaque mouvement est chronométré, chaque instant obéit à un protocole immuable. Le lever du roi, son coucher, ses repas, ses promenades, tout suit un ordre établi avec une précision. Mais pour que cette horloge fonctionne, pour que chaque rouage tourne au bon moment, il faut des dizaines de mains invisibles qui huilent, qui ajustent, qui réparent dans l'ombre. Et ces mains doivent rester invisibles. C'est la règle absolue. Les domestiques doivent disparaître dès qu'un noble approche. Ils doivent se fondre dans les murs, se cacher derrière les tentures, s'éclipser par les passages secrets. Leur présence même est une souillure de l'illusion. Car à Versailles, rien de prosaïque ne doit jamais troubler la majesté du spectacle. Les cuisines sont reléguées dans des sous-sols étouffants, loin, très loin des salles à manger. Les latrines sont cachées derrière des boiseries sculptées, dissimulées dans des recoins que l'on ne mentionne jamais. Les blanchisseries se trouvent dans des bâtiments annexes, à l'écart, là où la vapeur et l'odeur du linge bouilli ne risquent pas d'incommoder les narines délicates de la cour. Même la mort doit être discrète. Lorsqu'un courtisan décède dans sa chambre, son corps est évacué la nuit par les escaliers de service pour ne pas troubler la magnificence du jour. Car la mort n'a pas sa place à Versailles. Ici, on célèbre la vie éternelle du roi, la splendeur éternelle de la France, la gloire éternelle de la monarchie. Tout le reste doit disparaître. En 1923, un historien nommé Pierre de Nolhac découvre dans les archives nationales des plans originaux de Versailles, annotés de la main de Jules Hardouin-Mansart, l'architecte génial qui a donné au palais sa forme définitive. Ces annotations révèlent une obsession qui traverse chaque trait, chaque mesure, chaque décision architecturale, masquer toute trace de fonctionnalité humaine. Les escaliers de service sont conçus pour être totalement invisibles depuis les salons principaux. Les passages souterrains permettent aux domestiques de traverser le palais d'un bout à l'autre sans jamais croiser un noble. Les cheminées sont décorées avec une magnificence inouïe côté visible, mais leurs conduits sont pensés avant tout pour évacuer la fumée loin des appartements royaux, même si cela signifie enfumer les quartiers des domestiques, même si cela condamne les travailleurs à respirer un air empoisonné. Chaque détail architectural porte cette double vérité. D'un côté, la splendeur, de l'autre, le sacrifice. Versailles n'est pas seulement un chef-d'œuvre architectural, c'est une machine à fabriquer l'illusion de la grandeur absolue. Et cette illusion a un prix humain, un prix payé chaque jour par des milliers d'anonymes. Pour comprendre vraiment ce que signifie vivre à Versailles, il faut quitter les salons dorés, il faut descendre dans les sous-sols, emprunter les escaliers dérobés, suivre ces milliers d'invisibles qui font tourner la machine. Il faut vivre une journée ordinaire, à travers leurs yeux,
Marie a 23 ans. Elle se lève chaque matin à 4h30 dans une chambre qu'elle partage avec 5 autres porteuses d'eau sous les combles du palais. Une pièce si basse de plafond qu'on ne peut s'y tenir debout. Une pièce où l'hiver, le froid, vous transperce les os. Et l'été, la chaleur vous étouffe. Mais Marie ne se plaint pas. Elle gagne ici 2 fois plus que dans les fermes de Normandie d'où elle vient. Sa mission quotidienne semble simple, approvisionner en eau fraîche les appartements de la duchesse de Bourgogne. Mais la réalité est bien plus brutale. Les pompes se trouvent dans les cours extérieures. De là, Marie doit porter 2 seaux de 15 litres chacun jusqu'au 3e étage, par des escaliers étroits et raides que seuls les domestiques empruntent. 30 kilos d'eau à monter. Et elle doit faire ce trajet 32 fois par jour. 32 allers-retours. Chaque jour. Dans le Calangato Comeille. 6 jours par semaine. Faites le calcul. Près de 960 litres d'eau transportés quotidiennement à la force des bras pour une seule duchesse. Pour ses ablutions, son thé, ses fleurs fraîches, les bassins où elle se lave les mains. Marie commence à 5 heures précises. Elle descend dans le noir, rejoint les pompes où d'autres porteuses attendent déjà leur tour. L'eau est glacée en hiver, même en été elle reste froide. Marie remplit ses seaux, les accroche à son joug de bois et commence l'ascension. Les premières montées, ça va encore. Mais vers la 10e, les bras commencent à trembler. Vers la 20e, chaque marche devient une épreuve. Vers la 30e, Marie ne pense plus à rien. Elle monte mécaniquement, le dos courbé, les muscles en feu, la respiration courte. Et elle doit rester invisible. Si jamais elle croise un courtisan dans un couloir, elle doit immédiatement se plaquer contre le mur, baisser les yeux, retenir sa respiration haletante, ne pas déranger, ne pas exister. Les archives hospitalières de Versailles, conservées dans les registres de l'infirmerie royale, révèlent une réalité médicale terrible. Les porteuses d'eau développent presque toutes des déformations graves de la colonne vertébrale avant l'âge de 30 ans. Les médecins de l'époque notent des dos voûtés, des épaules désaxées, des hanches affaissées. Beaucoup souffrent de douleurs chroniques qui ne les quittent jamais. Et puis, il y a les infections. Respiratoire surtout. Car après avoir transpiré en montant les escaliers, Marie doit redescendre et le froid la saisit. Son corps épuisé, ses poumons affaiblis deviennent vulnérables. La tuberculose fait des ravages parmi les porteuses. Beaucoup meurent avant 40 ans, parfois avant 30. Mais elles continuent, parce que ce travail paie mieux qu'ailleurs. Parce qu'elles envoient de l'argent à la famille restée au village. Parce qu'elles n'ont pas le choix. À midi, Marie a droit à une pause de 30 minutes. Elle mange du pain et du fromage dans les cuisines des domestiques, boit un peu d'eau, cette même eau qu'elle a montée toute la matinée. Puis elle reprend. Encore 10 montées, encore 300 litres, encore 300 marches, montées et descendues. Le soir, vers 20h, quand la duchesse n'a plus besoin d'eau fraîche, Marie peut enfin s'arrêter. Elle remonte dans sa chambre, sous les combles. Ses mains sont couvertes d'ampoules. Son dos la fait souffrir. Mais demain, tout recommencera. Elle sait qu'elle ne tiendra pas 10 ans à ce rythme. Elle le sait. Toutes les porteuses le savent. Mais que faire d'autre? Retourner au village, se marier avec un paysan, avoir des enfants et mourir en couche? Ici au moins, elle gagne de l'argent. Ici au moins, elle vit au palais du roi. C'est ce qu'elle se dit pour tenir. C'est le mensonge qu'elle se répète chaque matin en se levant dans le noir. Marie n'est qu'une parmi des centaines de porteuses d'eau, car Versailles n'a pas de système de plomberie moderne, pas de conduite qui monte jusqu'aux étages. Toute l'eau utilisée dans le palais doit être transportée à bras d'hommes, ou plutôt à bras de femmes, car ce travail est presque exclusivement féminin. Chaque jour, des dizaines de milliers de litres d'eau montent ainsi vers les appartements, et redescendent ensuite sales, dans des seaux que d'autres domestiques vident dans des fosses d'aisance déjà saturées. C'est le paradoxe de Versailles. Ce palais qui se veut le symbole de la modernité absolue, de la puissance technique de la France, fonctionne en réalité avec des méthodes dignes du Moyen-Âge. L'eau monte à dos d'homme. Les excréments descendent dans des seaux. Le chauffage dépend de milliers de feux alimentés par des porteurs de bois. L'éclairage exige que des centaines de domestiques remplacent les bougies plusieurs fois par jour. Rien n'est mécanisé. Tout repose sur la force humaine. Et cette force a un visage, celui de Marie.
celui de centaines d'autres comme elle dont nous ne connaîtrons jamais les noms, dont les vies se sont consumées à maintenir l'illusion de la grandeur royale. Le soir, quand la duchesse de Bourgogne se lave les mains dans de l'eau fraîche avant le souper, elle ne pense pas à Marie. Elle ne pense pas aux 32 montées d'escalier. Elle ne pense pas aux dos brisés, aux poumons malades, aux années de vie volée. Elle pense simplement que l'eau est à la bonne température, que tout est comme il se doit, que Versailles fonctionne à la perfection. 6 heures du matin, pendant que Marie commence ses allers-retours, à quelques centaines de mètres du palais principal, dans un bâtiment massif que peu de visiteurs remarquent aujourd'hui, une autre armée s'active déjà depuis 1 heure. C'est leur nom officiel. Une bâtisse immense, aussi grande qu'un château, accolée au palais, mais séparée de lui. Car ici se trouvent les cuisines royales. Et les cuisines, avec leur fumée, leurs odeurs, leur chaleur infernale, ne peuvent pas souiller la majesté des appartements. Jack a 38 ans. Il est cuisinier en chef adjoint, responsable des potages et des entrées destinées à la table du roi. C'est un poste prestigieux pour un roturier. Un poste qu'il a obtenu après 15 ans de service, après avoir grimpé tous les échelons de la hiérarchie culinaire. Mais ce matin, comme tous les matins, Jack ne pense pas à son prestige. Il pense aux 300 plats différents qui doivent être préparés avant 13 heures. 300 plats. Pour les tables du roi, de la famille royale, des princes du sang, des ministres. Autour de lui, dans les cuisines qui occupent tout le rez-de-chaussée des grands communs, près de 200 personnes s'agitent déjà. Des marmitons qui épluchent des montagnes de légumes. Des rôtisseurs qui surveillent les gigantesques broches où tournent des quartiers de bœuf entiers. Des pâtissiers qui pétrissent la pâte pour les 1000 pains quotidiens. Des sauciers qui réduisent des litres et des litres de bouillon. La chaleur est épouvantable. Les cheminées crachent leurs flammes. Les fourneaux rougeoient. La température dépasse facilement 40 degrés, même en hiver. En été, elle devient insoutenable. Les cuisiniers travaillent torse nu, ruisselant de sueur, dans une atmosphère étouffante où l'air manque. Jacques coordonne sa brigade avec une précision militaire. Chaque plat doit être prêt exactement au bon moment. Pas une minute de retard. Car le roi mange à 13 heures précises. Et quand le roi s'assoit à table, tout doit être là, parfait, fumant, abondant. Mais voici le problème que Jacques affronte chaque jour. Les cuisines se trouvent à près de 400 mètres de la salle à manger du roi. Vous venez de préparer un plat chaud, un ragoût délicat qui doit être servi à la température exacte. Et maintenant, vous devez le transporter sur 400 mètres, à travers des couloirs, des escaliers, des galeries, des cours extérieures, parfois balayés par le vent glacé de l'hiver. Comment faire pour qu'il arrive chaud ? La solution trouvée par les maîtres de la bouche est aussi ingénieuse que brutale. Des dizaines de porteurs se relaient en courant. Le premier prend le plat et court à toute vitesse jusqu'à un point intermédiaire. Là, un deuxième porteur l'attend, qui prend le relais et continue à courir. Puis un troisième, puis un quatrième. Pendant ce temps, d'autres domestiques transportent des réchauds remplis de charbons ardents, des plaques de métal chauffées au rouge, des couvertures épaisses pour envelopper les plats. Résultat, le roi mange tiède, au mieux. Mais l'illusion de l'abondance immédiate est préservée. L'illusion que tout apparaît magiquement sur sa table, parfait et chaud, comme si les cuisines se trouvaient juste derrière la porte. Jacques connaît cette absurdité. Tous les cuisiniers la connaissent. Ils passent des heures à préparer des plats d'une finesse extrême, à doser les épices au grain près, à surveiller les cuissons avec une attention maniaque. Et tout cela pour que le résultat arrive tiède, parfois froid, sur la table royale. Mais personne ne dit rien. Personne ne remet en question le système. Car remettre en question le système, ce serait remettre en question Versailles lui-même. Et à Versailles, on ne remet rien en question. Un rapport du grand maître de la bouche, daté de 690 et conservé aux archives nationales, révèle un chiffre stupéfiant. On gaspille quotidiennement près de 40% de la nourriture préparée. 40%. Pourquoi ? Parce que le protocole exige qu'un nombre précis de plats soit servi, qu'ils soient consommés ou non. Parce que la table du roi doit déborder d'abondance, même si le roi ne mange qu'une fraction de ce qui est présenté. Parce que l'apparence de richesse infinie compte plus que la réalité. Jacques voit chaque jour cette montagne de nourriture intacte
revenir des tables royales. Des plats qu'il a mis des heures à préparer, que personne n'a touchés, qui finissent dans une hiérarchie de redistribution strictement codifiée. D'abord, les officiers de bouche se servent, puis les domestiques de rang intermédiaire, puis les domestiques ordinaires, et enfin, ceux qui restent part aux portes du palais, où des dizaines de pauvres attendent chaque jour les restes de Versailles. Cette redistribution n'est pas de la charité, c'est du calcul. Car ces pauvres qui attendent aux portes rappellent à tous la générosité du roi. Voyez comme notre monarque nourrit même les plus humbles. Voyez comme sa table est si abondante qu'elle peut nourrir des centaines de bouches supplémentaires. Mais Jacques sait la vérité. Cette abondance est du gaspillage organisé. Ce gaspillage est de l'arrogance déguisée en vertu. Il est maintenant 11 heures. Dans 2 heures, les premiers plats doivent partir vers le palais. Jacques vérifie une dernière fois ses préparations. Les potages mijotent doucement. Les entrées sont presque prêtes. Les sauces réduisent à feu doux. Autour de lui, l'agitation atteint son paroxysme. Les marmitons courent dans tous les sens. Les rôtisseurs sortent les viandes des broches avec des gestes experts. Les pâtissiers disposent les desserts sur des plateaux d'argent. C'est le moment que Jacques préfère et déteste à la fois. Le moment où tout son travail, toute son expertise, toute sa passion vont se concrétiser. Et le moment où il sait que tout cela va partir vers une table où personne ne l'appréciera vraiment à sa juste valeur. Car le roi mange vite. Très vite, il goûte à peine les plats. Il mange par devoir, par protocole, pas par plaisir. Les courtisans, eux, sont trop occupés à se regarder les uns les autres, à surveiller qui obtient quelle faveur, à calculer leurs alliances. Personne ne savoure vraiment. Personne ne prend le temps d'apprécier la finesse d'une sauce, la tendreté d'une viande, l'équilibre d'un assaisonnement. Jacques le sait. Et pourtant, parce que c'est son métier, parce qu'il est le meilleur dans ce qu'il fait, parce que quelque part, malgré l'absurdité du système, il reste fier de nourrir le roi de France. 22 heures. Le palais s'endort enfin. Les courtisans ont regagné leur chambre. Les salons se vident. Les bougies s'éteignent, une à une. Mais pour certains, la journée ne fait que commencer. Antoine a 42 ans. Son métier n'apparaît sur aucun tableau. Son nom ne figure dans aucune chronique de la cour. Pourtant, sans lui et ses 19 collègues, Versailles deviendrait rapidement inhabitable. Antoine est vidangeur de nuit. Il fait partie de cette vingtaine d'hommes chargés de vider les chaises percées, les pots de chambre, les bassins nocturnes de tout le palais. Car voici la vérité que les guides touristiques ne mentionnent jamais, que les documentaires officiels passent sous silence. Versailles, ce joyau de l'architecture française, ce symbole de la modernité monarchique, n'a presque aucun système d'égout fonctionnel avant le XVIIIe siècle. Les courtisans, les nobles, les princes se soulagent dans des pots de chambre dorés et décorés, parfois même ornés de dentelles. Mais ces pots doivent être vidés. Et c'est Antoine qui s'en charge. Chaque nuit, il parcourt les couloirs sombres avec sa charrette. Il frappe discrètement aux portes de service. Les valets de chambre lui tendent les pots remplis. Antoine les vide dans de grands seaux qu'il transporte ensuite vers les fosses d'aisance situées dans les cours les plus reculées du palais. L'odeur est pestilentielle. Même après 20 ans de métier, Antoine ne s'y est jamais vraiment habitué. Mais il a appris à respirer par la bouche, à se concentrer sur autre chose, à faire abstraction. Les fosses d'aisance sont déjà saturées. Elles débordent régulièrement. Et quand elles débordent, c'est Antoine et ses collègues qui doivent régler le problème, pataugeant dans l'immondice, respirant des vapeurs toxiques qui leur brûlent les poumons. Le duc de Saint-Simon, cet aristocrate qui ne mâchait jamais ses mots, écrit dans ses mémoires sa description sans phare. L'odeur à Versailles, surtout l'été, était si épouvantable qu'on voyait des dames de la cour s'évanouir. Les couloirs secondaires puaient comme des latrines à ciel ouvert. Les jardins servaient de toilettes nocturnes pour ceux qui ne voulaient pas attendre. Car oui, la nuit, les courtisans qui ne veulent pas se servir de leur pot de chambre descendent parfois dans les jardins et se soulagent derrière les bosquets, derrière les statues, dans les recoins sombres. Au matin, c'est encore Antoine et son équipe qui nettoient ces souillures avant que le roi ne se promène. Versailles est magnifique vue de face, mais vue de près, sentie de près, c'est souvent une puanteur. Louis XIV connaît ce problème. Bien sûr qu'il le connaît.
Les plaintes affluent régulièrement. Les médecins de la cour alertent sur les risques sanitaires. Les miasmes, disent-ils, causent des maladies. Les vapeurs corrompent l'air. Mais résoudre vraiment le problème exigerait des travaux colossaux. Il faudrait creuser des égouts profonds, installer des canalisations complexes, repenser entièrement l'architecture du palais. Cela coûterait une fortune. Cela prendrait des années. Et surtout, cela montrerait que Versailles, ce symbole de perfection, a été mal conçu dès le départ. Alors Louis XIV choisit la solution cynique, la solution du paraître. Il ordonne qu'on plante des milliers de fleurs odorantes dans les jardins, des roses, des jasmins, des tubéreuses. Il fait brûler les parfums d'Orient dans chaque salon. De l'encens, de la myrrhe, des essences rares venues d'Arabie. Il distribue aux courtisans des mouchoirs imbibés d'eau de rose, de lavande, de bergamote. Masquer l'odeur. Ne pas régler le problème, le masquer. C'est la philosophie même de Versailles résumée en un geste. Antoine connaît cette hypocrisie mieux que personne. Chaque nuit, il voit la réalité derrière le parfum. Il voit les seaux qui débordent, les fosses qui saturent, la saleté qui s'accumule. Il sait que sous les ors et les marbres, Versailles fonctionne comme une ville médiévale, avec les mêmes problèmes sanitaires, les mêmes risques d'épidémie. Mais Antoine ne dit rien. À qui pourrait-il se plaindre? Qui l'écouterait? Il est un vidangeur, un homme qui manipule les excréments des nobles. Dans la hiérarchie de Versailles, il est tout en bas, plus bas que les porteurs d'eau, plus bas que les blanchisseuses, plus bas même que les ratiers qui chassent les rongeurs dans les caves. Ouais... Car oui, même parmi les invisibles, une hiérarchie impitoyable règne. Tout en haut, les privilégiés de Londres, les valets de chambre du roi, qui touchent son corps, qui l'habillent, qui le rasent. Ces hommes sont respectés, bien payés, parfois même anoblis, pour service rendu. Ils mangent à de bonnes tables, dorment dans des chambres confortables, portent des livrées élégantes. Ensuite viennent les cuisiniers en chef comme Jacques. Des artistes, des hommes courtisés par les grands, dont les talents sont reconnus et récompensés. Puis les médecins, les apothicaires, les secrétaires. Des hommes instruits, indispensables, logés correctement. Mais en dessous, très en dessous, se trouve la masse des anonymes. Les blanchisseuses qui travaillent dans des pièces humides où la vapeur leur ronge les poumons. Les porteurs de charbon, noirs de suie de la tête aux pieds, que les courtisans écartent avec dégoût quand ils les croisent par accident. Les balayeurs, les cireurs, les porteurs. Et tout en bas, Antoine, les vidangeurs, ceux qui touchent l'immonde, ceux dont on ne prononce même pas le métier à voix haute. Pourtant, sans eux, Versailles s'effondrerait en quelques jours. La merde s'accumulerait. Les maladies se propageraient. Le palais deviendrait inhabitable. Mais personne ne les remercie jamais. Personne ne les voit. Ils sont les plus invisibles parmi les invisibles. Antoine termine sa tournée vers 6 heures du matin. Au moment où Marie, la porteuse d'eau, commence la sienne, leurs chemins se croisent parfois dans les couloirs déserts. Ils échangent un signe de tête. Une reconnaissance silencieuse entre ceux qui font tourner la machine. Puis Antoine rentre dans sa chambre, au sous-sol des grands communs. Une pièce qu'il partage avec 3 autres vidangeurs. Une pièce qui sent toujours mauvais malgré les lavages, malgré les parfums bon marché qu'il brûle. Il se lave comme il peut avec un peu d'eau froide. Il mange un morceau de pain, et il s'endort enfin, épuisé, sachant que ce soir, tout recommencera. 1709. Versailles va connaître son épreuve la plus terrible. Cette année-là, le froid s'abat sur la France avec une violence inouïe. C'est l'un des hivers les plus rigoureux jamais enregistrés. Les températures descendent à moins 20 degrés, la Seine gèle complètement. Les récoltes sont détruites, le pain devient rare. Et à Versailles, la machine commence à s'enrayer. Les fontaines gèlent. Les conduites d'eau, déjà fragiles, éclatent sous l'effet du gel. Les pompes se bloquent. Marie et ses collègues doivent maintenant casser la glace pour remplir leurs seaux. L'eau glacée leur brûle les mains. Certaines développent des engelures si graves qu'elles perdent des doigts. Dans les cuisines, Jacques et ses équipes luttent pour maintenir les feux allumés. Mais le bois manque, les réserves s'épuisent. Les routes sont bloquées par la neige. Les livraisons n'arrivent plus.
Il faut rationner, choisir quelles cheminées, garder allumées, lesquelles éteindre. Devinez lesquelles on éteint en premier. Celles des domestiques, bien sûr. Celles des sous-sols. Celles des combles où dorment les porteuses d'eau et les blanchisseuses. Le protocole, lui, doit continuer. Le roi doit avoir ses 300 plats quotidiens. La cour doit fonctionner comme si de rien n'était. L'illusion ne doit jamais vaciller, même quand le royaume entier grelotte et meurt de faim. Alors, les domestiques travaillent jusqu'à l'épuisement. Ils cassent la glace, transportent le bois, maintiennent les feux, servent les repas. Leurs mains sont couvertes d'engelures, leurs pieds sont gonflés par le froid. Et dans les sous-sols, dans les combles, dans les quartiers sans chauffage, on commence à mourir. Les archives de l'infirmerie royale, méticuleusement tenues par les médecins de la cour, recensent 123 décès parmi le personnel entre décembre 1708 et février 1709. 123 morts. La plupart sont des enfants et des personnes âgées. Beaucoup sont des domestiques épuisés dont le corps n'a plus la force de résister. Madame de Maintenon, l'épouse secrète du roi, cette femme pieuse qui voit tout, écrit à sa nièce une lettre déchirante. On meurt de froid à Versailles pendant que le roi donne ses soupers. Les domestiques gèlent pour que nous ayons chaud. C'est une cruauté que nous ne nommons jamais, mais que Dieu voit et jugera. Une cruauté que nous ne nommons jamais. Ces mots résument tout. À Versailles, on sait. Tout le monde sait. Les courtisans savent que leur confort repose sur le sacrifice des invisibles. Le roi sait que sa grandeur a un prix humain. Des ministres savent que le budget de Versailles pourrait nourrir des milliers de familles, construire des hôpitaux, fortifier les frontières. Tout le monde sait, mais personne ne nomme jamais cette vérité, car la nommer, ce serait admettre que Versailles n'est pas le paradis terrestre qu'il prétend être. Ce serait reconnaître que derrière les miroirs et les ors se cache une exploitation systématique. Ce serait briser l'illusion. Et l'illusion est tout ce qui compte. Les archives du contrôle général des finances nous le disent, 60 millions de livres par an. Plus de 20% du budget total du royaume. De quoi construire 100 hôpitaux. De quoi nourrir 50 000 familles pendant un an. De quoi moderniser toutes les routes de France. Mais Louis XIV ne regrette rien. Dans ses mémoires pour l'instruction du dauphin, il écrit cette phrase terrible de lucidité et d'arrogance. La magnificence et l'éclat qui environnent les rois font partie de leur puissance. Pour lui, Versailles n'est pas un luxe inutile. C'est une arme politique, une démonstration de force absolue, un message au monde entier. Voici ce que peut accomplir le roi de France. Voici sa grandeur. Voici sa puissance. Peu importe le prix humain, peu importe les Marie, les Jacques, les Antoine, peu importe les 123 morts de l'hiver 1709. Ils ne sont que des rouages dans la machine, des sacrifices nécessaires sur l'autel de la grandeur. Aujourd'hui, des millions de touristes visitent Versailles chaque année. Ils admirent la galerie des glaces, les jardins parfaits, les appartements somptueux. Ils photographient les ors, les marbres, les fresques. Ils s'émerveillent devant tant de beauté. Mais combien connaissent les noms de ceux qui ont rendu cette beauté possible ? Combien cherchent les escaliers dérobés, les passages secrets, les quartiers des domestiques? Combien pensent à Marie, à Jacques, à Antoine? Versailles est un miroir. Il reflète notre fascination éternelle pour la grandeur. Mais il reflète aussi notre capacité à oublier ceux qui la construisent. Chaque société a ses Versailles, des monuments, des institutions, des systèmes où l'invisible porte le visible, où le sacrifice des anonymes permet la gloire des puissants. La leçon de Versailles n'est pas seulement historique, elle est universelle. Elle nous interroge sur le prix que nous sommes prêts à payer pour nos illusions. Elle nous demande qui nous oublions dans notre quête de grandeur. Mais Versailles nous enseigne aussi une vérité réconfortante. Même dans la machine la plus implacable, l'humanité persiste. Dans les lettres retrouvées des domestiques, on trouve de l'amour, de l'humour, de la solidarité. On découvre des actes de résistance minuscules mais magnifiques. Un cuisinier qui cache du pain pour une collègue malade. Une porteuse d'eau qui chante pour donner du courage aux autres. Un vidangeur qui partage son salaire avec un collègue tombé malade. L'histoire de Versailles n'est pas seulement celle d'un roi. C'est celle de 10 000 âmes qui ont vécu, aimé, souffert, résisté dans l'ombre du roi soleil. Aujourd'hui, leurs noms reviennent lentement à la lumière.
Grâce au travail patient des historiens, grâce aux archives enfin ouvertes, Marie, Jacques, Antoine et des milliers d'autres reprennent chair. Lorsque vous visiterez Versailles, cherchez les traces de ces vies invisibles, cherchez les escaliers dérobés, les portes condamnées, les passages oubliés. C'est là que battait le vrai cœur du palais. Et rappelez-vous, sans eux, Versailles ne serait qu'un monument vide. Grâce à eux, c'était une ville vivante.